Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Alizé pour votre édition de la mi-journée. Nous sommes le vendredi 15 avril. À la fin de cette édition, nous recevrons Monseigneur Maroun Nasser Gemayel, évêque de l'éparchie Notre-Dame du Liban de Paris, puisque ce soir, au Mémorial Acte, on fêtera le 150e anniversaire de l'arrivée des premiers Libanais en Guadeloupe. Mais avant, on va parler d'actualité sociale. L'UGTG tient depuis ce matin sa conférence nationale des délégués devant Canal+ Jarry. Objectif, préparer un mouvement de grande ampleur. Ce sera le 26 avril prochain. Les précisions d'Anne-Elisabeth Artsen. Nous bien comprendre. Pour un oui, pour un non au tribunal. Cette année, l'Assemblée générale de l'UGTG se tient devant le siège de Canal+. Objectif, échanger concernant les luttes engagées sur le terrain avec les délégués syndicaux venus des 4 coins de la Guadeloupe, comme Nadine, basée à Basse-Terre. C'est tout à fait normal que moi vienne ici, parce que ça concerne nous tous qui sommes des Guadeloupéens et que ça peut arriver nous à n'importe quel moment. Ils ont missionné pour partir dans toutes les unions, tous les secteurs, toutes les entreprises, tous les établissements publics, toutes les associations, tous les établissements que nous présents, pour organiser des réunions d'information, organiser l'Assemblée générale pour appeler à un mouvement le 26 avril, de façon à ce que nous montions d'un cran par rapport à ça, nous fait le 12 avril. Parce que nous avons considéré aujourd'hui là, au-delà des problèmes à Canal+, nous devons en situation très particulière où les patrons qui ont autorisé, ils vont permis de licencier des métiers travailleurs d'héros qu'on y voulait. L'organisation syndicale profite également de cette assemblée pour préparer leur grand rassemblement du 1er mai à Saint-François et reste plus que jamais mobilisée sur le terrain, et ce, dans toutes les entreprises guadeloupéennes. Et on reste dans l'actualité sociale avec le 17e jour de grève générale à Mayotte. En cause la vie chère, les syndicalistes revendiquent l'égalité réelle avec la métropole. Une situation qui nous rappelle les événements de 2009 en Guadeloupe qui avaient paralysé notre département pendant 44 jours. Qu'en pensent justement les syndicats guadeloupéens? Les détails avec Anne-Elisabeth Artsen. Grève générale et émeute urbaine. La pression monte de plus en plus à Mayotte depuis le 30 mars dernier. Une situation qui n'est pas sans rappeler la grève de 2009. Il y a donc une situation économique et sociale plus mauvaise encore qui t'en nous, mais qui cassam. Aujourd'hui là encore, l'INSEE sorti publier les chiffres concernant l'évolution des prix. En 5 ans, les prix de l'agroalimentaire ont augmenté de plus de 30%. Les prix de la téléphonie ont augmenté de plus de 30%. Les prix au niveau des actes médicaux ont augmenté de près de 20%. Alors que les décrets Panchard et les lois Lurel sur la vie chère. Donc nous devons bien comprendre que le fameux bouclier qualité-prix de Lurel, qui ce soit en Guadeloupe, en Martinique ou à Mayotte, c'est une vaste blague. Les gouvernements successifs ont fait en sorte de privilégier les gros au détriment des petits. Donc je dis là, les Maoris n'ont raison de rebeller, les Martiniquais n'ont raison de rebeller, et les Guadeloupéens n'ont raison de rebeller. Oui, ça ressemble à ce qui passe en Guadeloupe pendant les 44 jours en 2009. D'ailleurs, nous avons vu un total soutien pour ces camarades-là, parce qu'ils ont accepté d'être 101e département français. Ce n'est pas normal qu'ils soient derrière comme ça, ils ont ça qu'il faut. Surtout l'application du Code du travail, qui c'est un bulletin important, même si nous savons aujourd'hui là, elle commet besoin racheter 2-3 pages à d'un. Cette grève, lancée par une intersyndicale, fait écho à un mouvement initié en novembre et suspendu à cause de l'état d'urgence. Un mouvement soutenu par les sections FO Guadeloupe et l'UGTG. Donc ces camarades-là, ils ont une légitime défense. Ils ont défendre l'intérêt à eux, et c'est le moyen que travailler ni. Eh bien, c'est fait ça, il y a fait là. Tini moun pour certains moun ça gênant, mais désolé. Ça qui est dommage, c'est vrai qu'à Mayotte, ni info aussi, Maradou ni 15 jours, là, quand même, voyons petit mot nous pour dire nous qu'il y a une difficulté. Mais comme moi, après ça hier, je suis en train de rédiger un communiqué. Moi, voyez, moi, vous dis qu'il peut compter si soutient nous soutient à descendre aller. Mais il y a une raison de goumer, puisque il y a 101e département français, pas ni des règles qui sont applicables en France, et au niveau des prestations et au niveau des droits, qu'il n'y a pas ni. Donc, ça qui a fait aujourd'hui là à Mayotte, c'est particulièrement choquant et insultant de tant de réponses à l'État, en l'occurrence, envoyer des membres supplémentaires sur place,
Et deuxièmement, des dios, attendez 2025 pour nous voir qu'à nous qu'a fait. Nous avons des contacts que nous avons réactivés parce que ça a fait quelques années nous pas activé ces contacts-là, ça, mais nous avons des gens que nous connaissons à Mayotte et que nous avons crié pour nous des informations. Mais il faut dire que nous venons au courant à ça et seulement il y a 48 heures. Tout simplement parce que nous venons que ni des échauffourées qui fait et que ni des gendarmes qui recevront des coups de roche. Ils n'ont pas des gendarmes des coups de roche, pour mon pâté ça, ça va passer à Mayotte. Alignement des prestations sociales, mise en place d'infrastructures scolaires et application des lois sociales similaires à celles de l'Hexagone sont les principales revendications des Mahorais. Pour rappel, la France est présente à Mayotte depuis 1841 et c'est en 1976 que l'île a choisi de rester française et devient en mars 2011 le 101e département français. Et pour refermer cette page sociale, début aujourd'hui de la grève chez Air Caraïbes. Les salariés protestent contre le lancement de la compagnie low cost French Blue, un mouvement qui n'a pas de conséquences sur les vols régionaux et transatlantiques. Et alors justement que les personnels d'Air Caraïbes ont entamé cette grève qui doit durer 6 jours si elle n'est pas reconduite, la compagnie vient d'annoncer qu'à partir du 15 septembre prochain, une rotation supplémentaire sera mise en place entre Orly et Cayenne, ce qui portera à 4 le nombre de dessertes hebdomadaires entre l'Hexagone et la Guyane. On reparle de la centrale géothermique de Bouillante. Le collectif de défense organisait une conférence de presse ce matin à Jarry en prélude à une réunion publique qu'il tiendra ce soir à Bouillante. Les membres du collectif s'opposent, on le rappelle, au rachat de la centrale par la société américaine Ormat. Ils font appel à la mobilisation des Guadeloupéens et à l'implication de la région Guadeloupe dans le processus de rachat. Je vous propose d'écouter les précisions de René Beauchamp, ancien syndicaliste. Il répond aux questions de Jacques Damprobe. La seule manière d'arrêter ce processus, c'est justement de mobiliser l'opinion publique guadeloupéenne et que l'opinion publique guadeloupéenne intervienne dans ce débat, amène les élus et discute avec les élus et qu'il y ait véritablement un consensus entre l'opinion publique guadeloupéenne et les élus pour nous permettre d'avoir la maîtrise de cet élément essentiel qui est l'énergie thermique, qui se transforme en électricité, non seulement dans la possession même des moyens pour pouvoir permettre ce travail, mais en plus pour permettre de déterminer des stratégies de développement dans notre pays. Et nous avons plusieurs exemples, et en particulier celle qui me vient le plus en tête, c'est celle de Black Diamond à l'époque qui voulait mettre un grand port pétrolier sur Port-Louis pour pouvoir en faire un port d'éclatement pétrolier dans la zone. Eh bien, c'est bien l'opinion publique guadeloupéenne qui s'est mobilisée et qui a poussé les élus justement à s'opposer à ce projet, et les Américains ont dû l'abandonner le plus rapidement possible. Au chapitre santé, l'Agence régionale de santé a publié son dernier point épidémiologique concernant l'épidémie de Zika. Au 14 avril, on comptait 239 cas biologiquement confirmés en Guadeloupe. Parmi ces cas, 7 étaient des femmes enceintes. Notez que pour l'instant, aucune complication survenant chez un fœtus n'a été détectée. On compte 43 cas biologiquement confirmés à Saint-Martin, 411 cas biologiquement confirmés en Guyane. En Martinique, l'épidémie est toujours active et se poursuit. La Martinique qui nous amène justement à notre tour d'horizon de l'actualité dans notre grande région de la Caraïbe. C'est ce dimanche que la présidente du Brésil, Dilma Rousseff, saura si elle reste à son poste. Nous irons également dans quelques minutes au Costa Rica où 1000 migrants ont forcé la frontière depuis le Panama. Voici l'actualité Caraïbe. C'est l'histoire de l'arroseur arrosé, le quotidien argentin La Nation, chargé de mettre à nu les millions de documents. Le Mossack Fonseca est rattrapé par l'enquête de ses propres journalistes. Le directeur général Loïs Saguier explique qu'à la suite de la vente de ses activités d'annonces immobilières et d'offres d'emploi, le groupe La Nation s'est retrouvé au capital d'une société créée par l'intermédiaire de Mossack Fonseca, dont l'une des filiales se trouve au Panama. Et que lui-même, en tant que directeur général, figurait au conseil d'administration de cette filiale panaméenne avec moins de 10% du capital. Mais tout ne semble pas aussi clair qu'il n'y paraît. Une autre société écran ferait le tampon entre le groupe de presse et la société financière. La nouvelle implication de La Nation dans le scandale qu'il dénonce est rapidement relayée sur les réseaux sociaux. Les Argentins font preuve, eux, de cynisme et de lucidité concernant le niveau de corruption de leurs élites. Près de 600 personnalités argentines sont citées dans les Panama Papers pour une population qui dépasse à peine les 40 millions d'habitants.
Les Argentins rient jaune à chaque nouvelle révélation, certains que la collusion politico-médiatique les empêchera de connaître la vérité. Dilma Rousseff en saura davantage dimanche sur son avenir. La Chambre des députés du Brésil se prononcera en séance plénière sur la destitution de la présidente Dilma Rousseff pour maquillage présumé des comptes publics. Chaque député sera appelé par son nom et devra se lever pour aller annoncer son vote au micro. La journée de dimanche s'annonce particulièrement tendue avec des milliers de manifestants des deux camps qui seront rassemblés devant le Congrès. Et si la procédure franchit ce cap, le Sénat devra approuver ou non à la majorité simple la mise en accusation de la présidente qui serait alors écartée du pouvoir pendant un délai maximal de 180 jours en attendant un vote définitif sur sa destitution nécessitant les 2/3 des suffrages des sénateurs. C'est son vice-président Michel Temer qui serait appelé à la remplacer. Plus d'1 millier de migrants, majorité cubains, sont entrés mercredi de force au Costa Rica depuis le Panama où ils étaient bloqués dans leur tentative pour rejoindre les États-Unis. Le gouvernement a rappelé que pendant 4 mois, entre novembre 2015 et mars 2016, le Costa Rica avait hébergé près de 8000 Cubains et leur avait apporté une assistance humanitaire après la décision du Nicaragua de leur fermer sa frontière. Ces migrants cubains tentaient de rejoindre les États-Unis au terme d'un périple de plusieurs semaines entamé en Équateur et motivé par la crainte que le réchauffement diplomatique entre Washington et La Havane ne mette fin à leur facilité de visa aux États-Unis. Actuellement, les Cubains arrivant par voie terrestre aux États-Unis sont autorisés à y entrer après vérification de leurs papiers d'identité. Ils ont ensuite 1 an pour demander l'asile. Les autorités migratoires d'Amérique centrale, de Colombie, d'Équateur, du Mexique et des États-Unis doivent se réunir au Costa Rica pour chercher des solutions à cette crise profonde qui touche l'ensemble de l'Amérique centrale. Retour en Guadeloupe, vous le savez, dans notre département, les coupures d'eau sont quasi quotidiennes. L'occasion donc pour nous de nous pencher sur la nature des travaux effectués sur le réseau. Exemple, à Gosier, hier une 50aine de personnes étaient privées d'eau dans le secteur de Petit-Havre. La cause, une rupture de canalisation, une panne courante dans ce secteur. Le reportage de Marion Bordier. Un mot sur vos coupures d'eau du jour. Sachez qu'à Gosier, une rupture de canalisation s'est produite tôt ce matin. Dans son édition de 12h30, Alizé annonça encore des coupures d'eau. Cette fois, ce sont des quartiers du Gosier qui étaient concernés. À l'origine, une rupture de canalisation à Petit-Havre qui a privé une 50aine d'habitants d'eau depuis le début de la journée. Le SIAG intervient pour résoudre ce type de problème 3 à 10 fois par semaine. Sainte-Anne, Saint-François et Le Gosier sont les communes les plus touchées. On a un système de télégestion qui nous permet d'avoir le niveau de nos cuves et aussi on a la plupart, les clients nous appellent pour nous signaler des baisses de pression et quelquefois même nous signaler la conduite qui est cassée, la rupture de la canalisation et aussi pour nous signaler aussi des inondations sur la route. Si les tuyaux en PVC souffrent de fissures, la fonte connaît davantage de problèmes de raccordement. En cause, le mauvais état du réseau qui date d'une 50aine d'années. Les canalisations, faites d'amiante, sont peu à peu remplacées par des matériaux plus actuels et plus solides. Actuellement, il y a des campagnes de renouvellement de ces conduites en amiantement via par d'autres matériaux, soit de la fonte ou du PHED ou du bio-orienté. Les fissures sur les conduits peuvent être le fruit de séismes, même imperceptibles, mais aussi de la sécheresse qui modifie la nature de la terre. Outre ce souci, les manques en approvisionnement perturbent également le réseau. Il y a aussi l'insuffisance en production, c'est-à-dire les usines ne produisent plus suffisamment par le nombre d'habitants. Parce qu'il faut savoir que le nombre de clients a augmenté, mais pas les usines. À chaque intervention, le SIAG coupe l'eau. Réparer le problème de fuite ou de pression prend en moyenne 1 journée. Tout dépend de la longueur du conduit à changer et du temps d'acheminement des pièces indispensables. Petit-Havre a dû attendre les manchons nécessaires pour relier les extrémités de l'ancien tuyau au nouveau. Objectif, que l'eau coule de nouveau à flot dans les robinets.
Créer son entreprise tout en bénéficiant de conseils et d'un accompagnement gratuit, c'est l'objectif du dispositif Créa-Jeunes développé par l'ADI. Il est destiné aux jeunes âgés de 18 à 32 ans qui veulent réaliser concrètement un projet. Le dispositif était présenté ce matin au CRIJ à Pointe-à-Pitre. Marion Bordier nous donne plus de détails. Une dizaine de jeunes notent scrupuleusement les conseils de la responsable de formation et d'accompagnement de l'ADI, l'Association pour le droit à l'initiative économique. Intéressés par l'entrepreneuriat, ils ont décidé d'assister à la réunion d'information au Centre régional Information Jeunesse de ce matin. Un avant-goût de la formation Créa-Jeunes pour s'y motiver. Quasiment la majorité du public qui est présent sont des jeunes de 18 à 30 ans qui sont là pour avoir des conseils et pour bénéficier également de la formation gratuite de l'ADI. On a des jeunes actuellement qui ont besoin de changement, de proposer des choses plus innovantes en termes numériques, en termes de loisirs, en termes de culture. Lorsque les emplois se font rares, créer sa société est parfois une solution envisagée par les plus audacieux. Ce type de réunion d'information est organisé tous les 2 mois en moyenne afin de donner aux jeunes des astuces et les prévenir quant aux éventuelles difficultés qu'ils pourraient rencontrer en tant que chef d'entreprise. Le marché du travail est très très dur et au final on se dit pourquoi pas se lancer et se donner une chance de pour travailler, créer aussi des emplois autour de vous parce que ça aussi c'est important, c'est clair, c'est concis, c'est très intéressant parce qu'on apprend des choses, on a toujours l'impression de tout savoir quand on veut créer une société, on se dit je vais sur internet, je crée ma boîte et puis je me lance, alors que non, il y a énormément d'étapes, de démarches, sans ce genre de réunion, on a tendance à être un peu perdu. Cette présentation donnera peut-être envie aux présents de s'inscrire à la formation Créa-Jeunes qui débutera le 30 mai prochain. Au programme, du développement personnel afin de se définir en tant que patron, mais aussi commercial avec la réalisation d'études de marché, de stratégie marketing de l'activité. Une étude financière pour établir le coût du projet, le chiffre d'affaires sur la première année et juridique dans le but de définir le statut le plus approprié pour la société créée. En 2015, l'ADI a financé plus de 18 000 personnes et a permis la création de 225 nouveaux emplois par semaine. En matière de repères, de références, donc on a une jeune, Laurine Légy, qui a ouvert son entreprise spécialisée sur la vente de vêtements pour les femmes fortes. Donc elle fait des vêtements du 44 au 6XL. Et récemment, elle a ouvert une deuxième boutique à Basse-Terre. Donc comme quoi, les jeunes qui sont accompagnés par l'ADI arrivent à pérenniser leur activité et à en vivre décemment et à participer à l'essor économique de la Guadeloupe par de l'embauche. Après 2 ans d'existence, le taux de pérennité de ces sociétés est de 70%. L'accompagnement individuel, les mises en réseau, l'aide au financement sont un véritable soutien pour les jeunes, de quoi donner des ailes. On va parler de sport avec tout d'abord la Transat AG2R. Au dernier pointage, le bateau AG Recouvrement fait la course en tête. Concernant nos 3 équipages guadeloupéens, aucun changement par rapport à hier. Les Saintes, Marie-Galante et Guadeloupe sont respectivement 9e, 10e et 11e. Il y aura du football ce soir, 23e journée de DH. Les Red Stars de Pointe-à-Pitre rencontrent l'Amical Club de Marie-Galante. Coup d'envoi de ce match à 20h30 et cela se déroule à Bémao. Le Memorial Act accueillera ce soir une conférence débat pour fêter le 150e anniversaire de l'arrivée des premiers Libanais en Guadeloupe. Parmi les intervenants, Monseigneur Maroun Nasser Gemayel, évêque de l'éparchie Notre-Dame du Liban de Paris des Maronites. Bonjour. Bonjour madame. Alors avant de parler de votre présence en Guadeloupe, un mot sur la communauté maronite en France. Elle représente combien de personnes ? Eh bien, depuis mon installation en 2012, comme premier évêque pour l'éparchie Notre-Dame du Liban des Maronites de Paris, eh bien, on a commencé un certain recensement et auprès de nos paroisses et auprès de l'État libanais, c'est-à-dire l'ambassade. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il y aurait quelques 80 000 maronites en France déjà.
Est-ce que vous pouvez nous en dire plus justement sur cette communauté maronite? Eh bien, pour dire vrai, les maronites, ce sont des chrétiens catholiques. Ils appartiennent à la famille catholique, c'est-à-dire nous avons comme chef suprême le Saint-Père, le pape, mais nous appartenons à l'église d'Antioche, à l'église apostolique d'Antioche. C'est-à-dire, dans l'Église universelle, il y aurait 5 églises apostoliques où tout chrétien de par le monde doit appartenir à l'une de ces églises. Alors, vous avez Jérusalem, Antioche, d'où nous venons, Alexandrie, Byzance, et puis en Europe, vous avez Rome. Nous sommes des catholiques antiochiens, mais en communion avec le Saint-Père, qui est le chef de l'Église catholique de par le monde. Alors vous êtes ici en Guadeloupe pour fêter le 150e anniversaire de l'arrivée des premiers Libanais dans notre département. C'est la première fois que vous venez en Guadeloupe? C'est la première fois que je viens en France, enfin dans ce pays, en Guadeloupe, appelé par le père responsable de la communauté maronite en Guadeloupe, le grand-père Nicolas Taza, et Monseigneur Rio Creux, également, que je connais bien, avec qui on se réunit pratiquement tous les ans à Lourdes, étant donné que je participe aux assemblées plénières des évêques de France. Alors, qu'est-ce qui a poussé les Libanais à venir en Guadeloupe? Voilà, c'est une longue histoire, très longue histoire, concernant les Libanais qui venaient de la montagne libanaise, c'est-à-dire, d'abord, politiquement, on était gouverné par les Turcs pendant 4 siècles, entre 1516 et 1918. Alors pendant cette période-là, il y a eu pas mal d'accrocs avec le régime turc. Et puis au 19e siècle, justement pour des causes économiques surtout, que bon nombre de chrétiens et de Libanais ont dû quitter pratiquement le Liban à différentes vagues, soi-disant pour aller en Amérique. Et voilà, le bateau arrivait dans tel ou tel pays, et puis on croyait que c'était bien l'Amérique. Des gens sont arrêtés à Marseille en leur disant, voilà, vous êtes déjà arrivés en Amérique. Les autres en Guadeloupe, justement, ils étaient en voie... C'est un pur hasard, j'ai envie de dire, finalement, que des Libanais soient venus en Guadeloupe. C'est-à-dire, là, dans notre jargon chrétien, on dit c'est la providence divine. Parce que dans chaque Libanais, dans chaque chrétien libanais, il y a une mission, il y a une vocation. On ne vient pas seulement pour des raisons économiques. Nous sommes des gens croyants. C'est-à-dire, au niveau de l'Église, nous avons un rôle religieux, spirituel à jouer. On va témoigner quand même de notre appartenance au christianisme, étant donné qu'on est les tout premiers chrétiens du monde. Nos ancêtres ont dû accepter l'incarnation de Jésus-Christ il y a 2000 ans. Le premier élan a vu naître quand même notre appartenance à cette nouvelle religion chrétienne. Alors ce soir, vous allez intervenir donc au Memorial Act pour commémorer ce 150e anniversaire. Vous l'avez visité d'ailleurs, le Memorial Act. Justement, là j'en viens là tout à l'heure, et on a vu également là, le musée à côté, qui vraiment ça m'a séduit. Ça vaut la peine, et puis ça nous donne une idée du courage des Guadeloupéens. Ils ont tenu bon et ils ont été interpellés par la liberté et ils se sont sacrifiés pour garder leur liberté. Une dernière question, en quoi va consister votre intervention ce soir? Eh bien, on m'a demandé de parler de la fondation de l'Église, la répartition des chrétiens, des tout premiers chrétiens, justement là, les 5 églises apostoliques, et puis une deuxième partie, parler un peu des maronites, de cette église orientale actuellement, qui est église témoin en face de l'islam, arabe surtout, parce que tous les chrétiens d'Orient, toutes les églises d'Orient prient actuellement en arabe, qui est la langue sacrée de l'islam. Alors, je vais parler quand même de cette dimension-là. Merci Monseigneur Maroun Nasser Gemayel d'avoir accepté notre invitation ce midi. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes l'évêque de l'éparchie Notre-Dame du Liban de Paris des Maronites et que donc vous êtes en Guadeloupe pour commémorer le 150e anniversaire de l'arrivée des premiers Libanais en Guadeloupe.
Avant de se quitter, un mot sur vos conditions météo pour cet après-midi. Comme vous allez le voir sur cette carte, c'est un temps pluvieux qui vous attend. Les températures seront comprises entre 27 et 32 degrés. C'était le journal d'Alizé. Merci de l'avoir suivi, édition que vous pouvez bien sûr revoir sur notre site www.alizé.com. Dans quelques instants, le journal de TF1 suivi de Petits secrets entre voisins. Pour ma part, je vous donne rendez-vous ce soir à 19h pour toute l'actualité locale et régionale. Bon appétit et très bon après-midi sur Alizé.